Un rancher solitaire acheta une fille sourde vendue par son père ivrogne. Puis il se rendit compte qu'elle entendait. Texas, 1881. Le fil de la saison tardive avait cuit la poussière dans les os de bois de la ville de Marché. Les chevaux hennissaient, les bovins beuglaient, et les hommes aboyaient sur les prix avec un souffle de whisky et des bottes usées. La dernière vente aux enchères de bétail de l'automne touchait à sa fin, mais une foule s'attardait encore près d'une barrière de corral, où une jument baille se tenait tremblante, les côtes saillantes sous sa peau, les flancs striés de sang séché. Silas Carian ajusta son chapeau contre l'éblouissement, silencieux comme toujours. 35 ans. Un homme façonné par la terre et le silence. Il ne venait en ville que pour des provisions ou des chevaux. Il avait repéré la jument plus tôt ce matin-là et revenait maintenant alors que les enchères s'espaçaient. Ses talons de bottes claquaient contre l'argile tassée tandis qu'il s'approchait. C'est alors qu'il la remarqua. Une fille d'à peine 19 ans se tenait juste derrière le corral, les cheveux collés à son visage, la robe déchirée à l'ourlet. Ses pieds nus étaient étouffés par la poussière. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas. Ses yeux vagabondaient, non focalisés, comme si elle suivait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À côté d'elle se tenait un homme avec une bouteille d'une main et une corde de l'autre. La corde n'était attachée ni à un animal, ni à rien d'autre qu'à son poignet. « J'en ai une muette ici », hurla l'ivrogne à personne en particulier. « Issue de ma première femme, je crois. Elle parle pas, entend pas non plus. Mais elle nettoie, cuisine, n'est pas insolente. Pas cher. » Quelques hommes ricanèrent sombrement. L'un cracha par terre. Silas se détourna. Il ne voulait pas de ça. Il était venu pour un cheval. Mais alors il le sentit. Pas une voix, pas un cri, juste un regard. La fille l'observait. Pas de désespoir sur son visage, pas de supplication dans son corps. Juste un regard, clair, immobile, fixé sur son visage. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. De la compréhension, ou peut-être un miroir de sa propre solitude. L'ivrogne trébucha plus près. « T'as de l'argent. Tu veux le cheval ? Elle vient avec. Je la traîne pas jusqu'à la maison. » Pas valeur la poussière sur ses orteils. Silas hésita. La jument qui l'appellerait plus tard Mayor grattait le sol, soufflant de l'écume par les naseaux. Le regard de la fille ne bougea pas. Il se tourna vers l'ivrogne, le regarda dans les yeux. « Je prends les deux. » Les rires des hommes environnants furent immédiats et grossiers. « Tu achètes du bétail ou tu montes un harem, Silas » lança l'un d'eux. Silas ne répondit pas. Il compta des pièces dans la main de l'homme. Assez pour un cheval, pas assez pour une âme. L'homme tira sur la corde vers lui, mais la fille tressaillit, se plaçant instinctivement derrière Silas. « Elle est à toi maintenant, » marmonna l'ivrogne. « Dis pas que je t'ai pas prévenu. Pas valeur de la nourrir. » Silas dénoua la corde, la jeta en arrière. Il guida Mayor hors de l'enclos. La fille marchait derrière d'un pas doux et délibéré. Elle ne tenait rien d'autre qu'un mince châle drapé sur ses épaules. Quand ils atteignirent son chariot, elle s'arrêta, attendit, toujours silencieuse. Il ouvrit l'arrière et lui fit signe de monter. Elle le fit, se repliant dans un coin comme quelqu'un habitué à être invisible. Tandis qu'il grimpait sur le banc du cocher, il sentit le plus léger tiraillement sur son manteau. Il baissa les yeux. Ses doigts, petits, calleux, avaient effleuré sa manche une seule fois. Elle ne le regardait plus maintenant. Son regard reposait sur les collines lointaines. Mais dans ce simple contact, il le sentit. Elle ne l'avait pas remercié, n'avait pas supplié, mais elle avait choisi, en cet instant, de lui faire confiance. Silas Carian, qui parlait plus aux chevaux qu'aux hommes, qui vivait seul sur 200 acres d'argile rouge texane avec des clôtures pour compagnie et des cicatrices qu'il ne nommait jamais. Et maintenant, une fille qui ne pouvait entendre, une fille qui pourrait comprendre plus que quiconque ne l'avait deviné. Il claqua les rênes. Le chariot grinça en avant, les roues crissant sur la route durcie hors de la ville. Derrière lui, la fille était recroquevillée sous une couverture, le visage tourné vers le vent. Elle ne regarda jamais en arrière. Lui non plus. Le chariot roula à travers le crépuscule et la poussière, serpentant entre des collines basses et des mesquites épars jusqu'à ce que les champs s'élargissent et que le ciel s'ouvre sur l'immensité texane. Le ranch de Silas n'avait rien d'impressionnant,
juste une maison principale au toit incliné, quelques dépendances, et une longue étendue de prairies où les bovins paissaient sous le ciel ouvert. Mais c'était calme, propre, et pour un homme comme lui, cela avait toujours suffi jusqu'à maintenant. Il l'aida à descendre du chariot, incertain si elle s'enfuirait ou se figerait, mais elle posa le pied à terre avec légèreté. Ses yeux balayèrent la terre, non pas effrayés, juste vigilants, comme si elle enregistrait tout sans demander la permission. Dans la cuisine, Silas attisa le feu et pointa du doigt la bouilloire. Elle hocha la tête et s'en approcha sans hésiter, trouvant les tasses en étain et la louche comme quelqu'un qui avait toujours appartenu près du feu et de la faim. Pourtant, elle n'avait pas émis un son. Après le souper, il lui tendit un morceau de craie du placard et tapa sur le cadre de porte en bois près de la table. « Non, dit-il lentement. » Elle le regarda un long moment, puis s'accroupit près du cadre. Avec des doigts prudents, elle griffonna un nom en lettres inclinées et douces. « En l'un, lut-il une fois, puis deux. En l'un, répéta-t-il à voix haute, comme pour tester son goût dans l'air. Elle n'esquissa pas de sourire, mais se tourna et s'éloigna dans la grange assombrie. Le lendemain matin, Silas la trouva dans l'écurie, accroupie près de la même jument battue. Le cheval avait à peine mangé depuis la vente, sa patte arrière gonflée par une vieille entorse. Émiline passa un chiffon humide sur le flanc de Mayor, murmurant avec ses mains pas des mots, pas des signes, juste le rythme prudent de quelqu'un qui écoutait avec ses paumes et son souffle. Silas se tenait à la porte de la grange, les bras croisés. Il avait vu des ranchers expérimentés se faire botter pour moins que ça, mais Mayor resta immobile, ne frémissant que légèrement, et laissa la fille bander sa patte avec une patience silencieuse. Peut-être qu'elle ne pouvait pas entendre, mais elle comprenait sacrément bien. Ce jour-là, Silas lui assigna des corvées, des choses simples. Laver les planchers, faire bouillir de l'eau, nettoyer la sellerie. Elle les accomplit sans plainte, sans demander, sans un seul son. Chaque soir, il laissait de la craie pour elle et elle écrivait des notes dans les marges de leur monde. Bacon bat, le chien boite, le vent sent la poussière. Il ne parlait jamais, mais le silence ne semblait plus vide jusqu'à ce que la tempête arrive. Elle commença comme la plupart des tempêtes texanes, lente et trompeuse, une brise chaude se leva au coucher du soleil, effleurant l'herbe haute comme un souffle d'avertissement. Silas jeta un œil au ciel, remarqua une ligne de nuages qui s'amassait au loin, mais n'y pensa pas plus. Il était dans l'étable à bétail quand elle apparut. Émiline, pieds nus, cheveux en bataille, souffle rapide mais silencieux. Elle attrapa sa manche et tira fort. « Quoi » demanda-t-il, surpris. Elle pointa vers le haut, ses mains tremblantes, ses yeux disant ce que sa bouche ne pouvait pas. En bas. Il hésita, à mi-chemin de l'inspection d'un veau malade, mais quelque chose dans son regard le mit en mouvement. Elle tira à nouveau vers la porte de la grange, loin du corral. Puis cela arriva. Un craquement. Non, un éclat. Le monde se fendit en deux quand un éclair tomba des cieux, frappant l'arbre qui dominait juste derrière l'étable à bétail. La déflagration secoua la terre sous eux. Des étincelles volèrent. L'arbre s'embrasa et s'effondra avec un gémissement qui ressemblait au ciel en pleurs. Silas recula en titubant. Les veaux hurlèrent de terreur. La fumée s'enroula dans le ciel. Il la regarda. Émiline se tenait figée juste à l'extérieur de la porte, son visage illuminé par le feu vacillant, les yeux fixes, la poitrine se soulevant rapidement. Elle avait su. Pas deviné, pas senti après que le vent se soit levé. Elle avait su avant le tonnerre, avant que l'air ne change. Silas s'approcha d'elle lentement, encore à moitié sous le choc-point. « Comment as-tu » Mais elle le regarda seulement. Silencieuse, certaine. Ce soir-là, après que le feu eut été éteint et les animaux calmés, il s'assit près d'elle à la table de la cuisine. Pas de craie cette fois, pas de mots, juste un homme avec ses mains sur le bois et une fille qui ne pouvait parler. Et pourtant, d'une certaine manière, elle avait entendu quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Pas le tonnerre, pas le vent, mais l'avertissement à l'intérieur du monde. Silas se rendit compte pour la première fois depuis des années qu'il n'était plus seul. Il regarda ses mains pliées sur ses genoux. « Émiline » dit-il à nouveau. Elle leva les yeux pour rencontrer les siens. Le silence répondit. Et cela suffit. Depuis la tempête, Silas avait commencé à prêter plus d'attention, non pas avec suspicion, mais avec la curiosité tranquille d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans le silence, et qui se retrouvait maintenant à fixer quelque chose qu'il ne pouvait expliquer,
et peut-être ne voulait pas expliquer. Émiline ne parlait jamais. Elle ne signait pas, n'écrivait pas grand-chose de plus que son nom. Elle n'avait pas de livre, pas d'éducation formelle, pas de mots. Et pourtant, il y avait des jours où il semblait qu'elle comprenait plus que quiconque il ait connu. Un matin, quand la vache-tête se tenait seule dans le pâturage sans manger, Silas l'attribua au froid. Il nota de la surveiller. Mais Émiline, elle, agit sans hésiter. Elle apporta de la paille à l'étable de Misba, tira de l'eau avec des feuilles de menthe du puits, et se tint près de la vache, caressant son ventre en cercle lent et mesuré. Au coucher du soleil, la vache était en travail. Elle avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su. Silas ne dit rien, mais il l'observa. Ce soir-là, il ne put dormir. Le lendemain, il rentra de la ville avec une tension dans les épaules, le poids d'une vieille histoire lourd sur son dos. Le shérif avait parlé en demi-vérité et avertissement sur des revendications sur la terre. Des murmures que son père avait pris plus que ce qui lui revenait pendant la guerre. Sang, relocalisation, culpabilité ou rien de nouveau, mais cela piquait toujours. Il n'en parla pas un mot à Émiline, mais quand il s'assit sur la marche avant, fixant le crépuscule tombant, elle vint se placer près de lui. Elle ne parla pas. Elle posa simplement sa main sur son épaule, légère comme une brise, stable comme un souffle. Après un long moment, Silas marmonna, « Comment as-tu su que je ressens de la honte pour cette terre? Honte pour ce que mon père a fait pour la garder ?» Les yeux sombres d'Émiline scrutèrent les siens. Puis lentement, elle leva la main et la posa sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Après cela, elle se tourna et marcha vers le vieux chêne où reposait la tombe de son père, silencieuse sous le ciel texan. Elle n'avait jamais lu la pierre, n'avait jamais posé de questions, et pourtant elle savait. La nuit, Silas se tourna et se retourna dans son lit, suant à travers un rêve de canons et de collines calcinées. La voix de son père traversa la fumée, rude, fière, tremblante. « Je t'ai donné la terre, Silas, et je t'ai donné le sang dessus. » Silas se réveilla en sursaut, son souffle fort dans le calme, et alors il la vit. Émiline était assise dans un fauteuil près de l'âtre. Elle avait allumé une seule bougie. Dans la lumière vacillante, son profil semblait taillé dans l'ombre et la grâce. Sur la table près de la bougie se trouvait un mouchoir bleu, fané, bordé de dentelles cousues main. Celui de sa mère. Silas ne l'avait pas vu depuis 10 ans. Il avait été enfermé dans une malle en cèdre. Personne d'autre n'y touchait. Il se redressa. Comment? Émiline ne le regarda pas. Elle se leva sans un bruit et marcha vers la porte. Elle n'avait pas besoin d'expliquer. Il avait entendu quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Pas des mots, pas des souvenirs, mais la douleur, le chagrin, le poids silencieux de la culpabilité pressé entre les côtes. Le son lancinant d'un cœur d'homme se brisant quand il est trop fier pour le laisser s'entendre. Et dans son silence, elle répondit. Elle entendait. Et pour la première fois dans la vie de Silas, il ne craignait plus pour sa terre, ni son héritage, ni même son âme. Il craignait de perdre la seule personne qui savait ce qu'il ressentait avant qu'il n'en dise un mot. Le premier murmure vint de la femme du forgeron. Elle fixe trop longtemps les bovins. Dit-elle, pliant des torchons à pain sous le porche, la voix basse mais tranchante comme du fil de fer, comme si elle sait laquelle va tomber ensuite. À la fin de la semaine, ce fut le fils du prédicateur qui ajouta du bois au feu. Elle a touché notre chèvre, raconta-t-il à un cercle d'oreilles curieuses. Et 2 jours plus tard, elle m'y bat trop tôt. C'est pas naturel. Personne n'avait jamais entendu Émiline parler. Et plus elle donnait peu de mots, plus la ville semblait avide de remplir son silence de peur. À l'épicerie générale, une femme tira son enfant derrière elle quand Émiline passa, même si elle ne venait que chercher de la farine. À la poste, quelqu'un cracha près de ses pieds. La plupart des jours, elle gardait la tête baissée. Elle ne tressaillait jamais. Mais Silas voyait comment ses doigts se crispaient plus fort autour du panier dans ses bras, et comment ses pas devenaient plus silencieux, comme si elle essayait de disparaître d'un sol qui refusait d'oublier. Il n'en parla pas avec elle, et elle ne demanda jamais pourquoi le monde ne supportait pas de voir une gentillesse silencieuse. Mais un après-midi, quand le fils d'un rancher fut pris d'une fièvre brûlante, le visage rouge et convulsant dans son sommeil, ce ne fut pas le docteur qui vint. Ce fut Émiline. Elle entra doucement dans la grange où l'enfant gisait. Elle ne demanda pas la permission. Elle s'agenouilla simplement près du lit de camp,
posa une main sur la poitrine du garçon, puis sur son front, et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle sortit, coupa 3 types d'herbes du mur de séchage de Silas aux lavandes, féverfio et tabac de lapin et revint avec un chiffon chaud. Le garçon but les feuilles infusées en silence. Au lever du soleil, il s'assit, affamé à nouveau. Sa mère pleura, serra la main d'Émiline avec des remerciements tremblants. Mais le lendemain, on l'entendit murmurer au puits. Elle n'a pas demandé quels étaient les symptômes du garçon. Comment a-t-elle su? Comment a-t-elle su? La peur n'était plus silencieuse. 3 jours plus tard, ils vinrent avec des torchets, non allumés, mais portés comme des promesses. 8 hommes et femmes, bottes soulevant la poussière, se tinrent à la grille du ranch de Silas. Le plus âgé d'entre eux, Monsieur Withers, un homme dont la propre fille ne lui parlait plus depuis des années, s'avança. « On la veut partie, dit-il point. Cette fille entend des choses qu'elle ne devrait pas. » Silas se tenait à la porte de la grange, les bras croisés sur la poitrine. Il n'avait pas rasé depuis des jours, et son visage était dur comme le bois derrière lui. « Elle est muette, dit-il. »« C'est pas la même chose que sourde, » répliqua Withers. « Elle voit ce qui arrive avant que le ciel bouge. Elle parle aux animaux comme s'ils répondaient. Un de mes bœufs est mort la semaine dernière et elle était la seule à l'avoir touché. Tu penses qu'elle l'a maudit? Je pense qu'elle est maudite, point final. » Un murmure ondula dans la foule. Dans la maison, Émiline se tenait derrière le rideau. Elle avait entendu le gravier craquer sous leurs bottes. Elle avait vu leur visage tordu, non par la haine, mais par quelque chose de pire. La certitude. Elle bougea pour ouvrir la porte, mais Silas leva la main. Il s'avança, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la boue dégelée, et les affronta carrément. Elle a sauvé la vie d'un enfant. Peut-être qu'elle lui a donné la fièvre en premier lieu, cracha une femme. Silas ne haussa pas la voix. Il n'avait pas à le faire. Elle est la seule personne que je connaisse qui écoute, dit-il. Pas avec les oreilles, avec ses mains, son souffle, toute son âme damnée. La foule se tut. J'ai vécu 35 ans, continua-t-il, la voix basse mais ferme. Et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui m'ont vraiment entendu. Pas juste mes mots, mais mes silences, mes regrets, mon chagrin. Et elle l'a fait sans dire un mot. Il se tourna légèrement, ses yeux balayant la foule. Vous voulez chasser quelqu'un pour être différent, pour voir le monde que vous êtes trop peur d'affronter? Très bien, mais vous devrez passer sur moi. Withers ouvrit la bouche, puis la referma. Personne ne bougea. Puis lentement, la foule se dispersa, torchets inutilisés, bottes lourdes. Ce soir-là, le ranch fut silencieux sauf pour le vent. À l'intérieur, Émiline posa une casserole de cidre chaud sur le feu, puis s'assit près de Silas à la table. Elle ne signa pas, n'écrivit pas, ne le regarda même pas. Mais après un moment, elle tendit la main, posa ses doigts sur la sienne. Ce n'était pas un merci, c'était une reconnaissance. Il tourna sa paume vers le haut, enroula doucement ses doigts autour des siens, et ensemble, dans le calme, ils écoutèrent le crépitement du bois, le murmure de la nuit, et le lien qui grandissait entre 2 âmes qui n'avaient jamais eu besoin de mots pour parler. La première neige de décembre vint calme et lente, comme quelqu'un étendant une couverture sur tout ce qui avait brûlé ou brisé. Émiline se tenait près de la fenêtre de la cuisine en rondin, ses doigts enfilant une aiguille à travers des morceaux de tissu usé, des patchs de cuir, des manchettes de laine, la doublure d'un vieux manteau que Silas ne portait plus. Elle confectionnait une cape, non pour elle, mais pour lui. Elle n'avait pas besoin d'entendre le vent pour savoir que le froid arrivait. Silas l'observait depuis la porte de la grange. Elle bougeait avec intention, chaque geste délibéré. Elle n'avait pas de mots. Mais dans les semaines depuis que les gens de la ville s'étaient détournés, et qu'il avait choisi de la garder là, son monde avait retrouvé un rythme. Elle faisait du café tous les matins avant que le ciel ne vire au gris. Elle tapissait le poulailler de needles de pain. Elle brossait les chevaux en cercle lent et entraînait les yearlings avec des gestes qu'aucun cow-boy n'avait jamais essayés. Il n'avait jamais vu les animaux répondre ainsi à quelqu'un. Elle se tenait immobile juste assez longtemps pour qu'un poulain nerveux s'approche. Puis elle levait une main lentement, ouverte, et attendait. Et d'une manière ou d'une autre, ils écoutaient toujours. Le silence autour du ranch ne ressemblait plus à de la solitude. Il ressemblait à de l'écoute. Un après-midi tard, Silas chevaucha vers la crête,
vérifiant les clôtures avant la tempête qu'il savait tout devenir. La lumière commençait à peine à baisser quand son cheval s'effraya ou une pierre décelée peut-être, ou une odeur dans le vent et se cabra. Il fut jeté violemment, atterrissant d'abord sur l'épaule sur la terre gelée. L'air lui fut expulsé des poumons. Un moment, il ne sentit rien d'autre que le pouls douloureux là où son bras avait heurté une racine saillante. Il se releva en titubant, saignant du coude. Le ciel s'assombrissait vite. Il enroula un chiffon autour de la plaie et essaya de marcher, mais chaque pas envoyait une douleur aiguë à travers ses côtes. Quand il trébucha dans la cour, la dernière lumière s'était éteinte. Émiline jaillit de la cabane avant qu'il ne frappe. Elle l'avait senti. Ou peut-être avait-elle simplement su, l'un de ces instincts étranges et inexplicables qui étaient les siens. Elle l'aida à entrer, l'assit près de l'âtre, et décolla le chiffon de sa plaie avec des doigts doux. Son front se plissa tandis qu'elle travaillait. Elle apporta de l'eau, nettoya la coupure, et appliqua un cataplasme de yarrow et de sève de pin contre elle. Il l'observa. « Tu sais toujours » murmura-t-il. Elle croisa son regard. Puis, sans avertissement, elle leva sa main à son visage, puis pressa ses lèvres douces et chaudes contre le bord de la plaie. Silas se figea. Le feu craqua, et la pièce sembla retenir son souffle. Émiline ne parla pas. Elle ne sourit pas, mais quelque chose passa entre eux, comme une porte s'ouvrant dans le calme. Plus tard, tandis que la tempête roulait et que la neige saupoudrait les carreaux, Silas s'assit en face d'elle à la table. Il avait pris une feuille de papier de son tiroir de bureau et écrit lentement, soigneusement, chaque lettre formée avec un sens qui ne pouvait être dit à voix haute. Il la tourna vers elle. « Je veux entendre ton cœur, y lisait-on, si tu me laisses écouter avec le mien. » Elle regarda les mots un long moment. Puis ses doigts les touchèrent un par un, comme pour sentir la vérité dans l'encre. Quand elle leva enfin les yeux, ils étaient humides, mais pas de tristesse. Elle tendit la main à travers la table et toucha sa poitrine. Juste une fois, juste assez. Et puis, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, elle sourit. Pas un sourire poli, pas un de peur ou de remerciement, mais un sourire comme le lever du soleil, comme quelque chose se libérant après avoir été retenu trop longtemps. Dehors, le vent hurlait, mais dans cette cabane, un silence plus profond que les mots avait trouvé sa voix, et elle était chaude, et elle était réelle. Les jours s'adoucirent. L'hiver serrait encore les crêtes, mais entre les tempêtes, la vie revint lentement. Quelque chose d'autre aussi. Quelque chose de calme et stable entre Silas et Émiline. Elle lui apprit le langage des signes. Oh, feu, merci. Ses doigts bougeaient comme des branches dans le vent. Et bien qu'il bafouillait, elle ne rit jamais, toucha seulement ses mains, les guidant jusqu'à ce qu'il y arrive. Il lui apprit à monter. Elle n'avait jamais été en selle avant. La première fois, elle s'accrocha à la corne, les jointures blanchies, mais il marcha à côté d'elle, parlant bas bien qu'elle ne puisse entendre. Elle se mouvait avec le cheval quand même, sentant son rythme à travers ses os. Ils construisirent une petite pièce attenante à la cabane, à moitié abri, à moitié refuge. Là, ils partageaient des repas et le silence près du feu. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur regard disait plus que le langage ne pouvait. Il remarqua des choses. Elle souriait quand les oiseaux se rassemblaient au crépuscule. Elle tressaillait au pop soudain dans le feu. Elle savait toujours une tempête avant qu'elle n'arrive. Une nuit, il épela une phrase en signes hésitants. « Tu rends cet endroit plein. » Elle fixa, puis toucha ses doigts à ses lèvres. Pas un baiser, juste un merci. Une façon de dire « je t'entends aussi ». Puis vint la tempête. Silas s'était endormi près du feu après avoir réparé des clôtures toute la journée. Le ciel avait été calme. Pas d'avertissement. La lanterne vacillait bas. Il se réveilla avec sa main sur son épaule. Émiline. Elle attrapa son manteau et pointa vers la grange. Dehors, le vent avait tourné. Des nuages filaient devant la lune. L'air semblait faux, électrique. Dans la grange, les chevaux se débattaient. Émiline se déplaçait parmi eux comme le vent, touchant chaque flanc, calme et certaine. Un craquement fort au-dessus. Silas leva les yeux. Une poutre se fendit. « Faut les sortir » cria-t-il. Mais elle menait déjà Mayor dehors, signant vite, « Le toit va tomber maintenant. » Ensemble, ils firent sortir les chevaux vers l'abri près de la maison. La pluie frappa le toit comme des poings.
Juste quand le dernier animal franchit la porte, la poutre nord céda. Le toit s'effondra là où il s'était tenu. Silas se tourna. Émiline se tenait là, regardant la grange s'effondrer, cheveux trempés, poitrine se soulevant. Il la regarda. Vraiment regarda. Elle était encore ancrée, partie du vent et de la pluie, non séparée d'eux. « Comment as-tu su » demanda-t-il. Elle toucha sa poitrine, puis pointa le ciel. « Je comprends. » Elle l'avait senti. Plus tard dans la cabane, il lui tendit une couverture et s'assit près d'elle. Il prit sa main et épela, « Tu appartiens à cette terre. » Elle sourit, puis posa sa main sur sa poitrine, sur son cœur. Et pour la première fois, il sentit son rythme. Calme, stable. Elle n'entendait pas comme les autres. Elle entendait plus profondément, et Silas, en cet instant, sut qu'il avait enfin été entendu aussi. Le vent qui autrefois portait des murmures apporta maintenant des pas hésitants, puis confiants. Quelque chose avait changé dans la ville au-delà des clôtures de Silas, non pas bruyamment, non pas soudainement, mais en silence, comme la plupart des vrais changements commencent. Le premier fut Tom Weaver, un rancher avec une épaule déchirée. Le docteur était à l'est et personne d'autre ne savait comment bander une plaie, hein. Il arriva un matin gris, la bride dans une main, l'autre bras pendant. Silas le repéra depuis le porche. « Qu'est-ce que tu veux, Tom ?» Tom hocha la tête au-delà de lui, vers l'endroit où elle s'agenouillait près du parterre d'herbe. « J'ai entendu qu'elle répare les choses en silence. » Silas hocha lentement la tête. « Elle le fait. » Émiline vint sans un mot. Elle examina le bras, ses mains stables, son front plissé en pensée. Elle bougeait comme si elle écoutait non pas des mots, mais quelque chose de plus profond. Quand elle appuya au bon endroit, Tom grimaça, puis soupira. 2 jours plus tard, une veuve vint. Elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Émiline s'assit avec elle au crépuscule, mains doucement posées sur ses épaules jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Le lendemain matin, la femme revint avec un gâteau et un écharpe tricoté main. « Pour la fille, dit-elle. Celle qui entend plus que nous. » Cet hiver passa avec moins de voix levées, moins de noms crachés par peur. Silas et Émiline vivaient comme avant, tranquillement. Mais maintenant, les gens de la ville en passant levaient leurs chapeaux. Certains laissaient des conserves à la grille. Chaque matin, Émiline écrivait sur l'ardoise à craie près de la cuisine, « Aujourd'hui sera bon. » Je le sens. Parfois elle se trompait, mais la plupart des jours elle avait raison, et lentement les gens le croyaient. Puis vint le dimanche qui changea tout. Le givre s'était à peine levé. La cloche de l'église sonna, et avant que son écho ne s'estompe, la panique se répandit. Un garçon de 7 ans avait disparu de sa famille pendant les corvées du matin. Une botte fut trouvée près de la lisière des arbres. Rien de plus. Les hommes crièrent, les mères pleurèrent, les chiens aboyèrent. Quand Silas et Émiline la prirent, il tendit la main vers son manteau. Émiline, déjà près de lui, posa une main sur son bras, puis s'agenouilla. Elle pressa ses mains contre la terre aux paumes, poignets, tout l'avant-bras. Puis elle rampa en avant, s'arrêtant, traçant des marques subtiles, un caillou déplacé, une brindille cassée. Elle se leva et marcha. Il ne regarda pas en arrière, mais ils la suivirent. Silas, puis Tom, puis d'autres à travers les fourrés, sur les crêtes, le long des lits de ruisseaux secs, jusqu'à ce qu'en une clairière entourée de cèdres, il le voit. Le garçon recroquevillé sous un arbre tordu, la cheville gonflée, le visage strié de terre et de larmes. Émiline courut. Elle s'agenouilla, vérifia sa jambe, écarta les cheveux de ses yeux. Puis elle leva les yeux vers Silas, non fière, non triomphante, juste soulagée. Quand le garçon fut en sécurité et l'histoire racontée, personne ne l'appela plus étrange. Ils l'appelèrent ce qu'elle était vraiment, la fille qui entend avec son cœur. Le vent souffla lentement ce soir-là, effleurant doucement l'herbe haute, comme s'il se souvenait de chaque nom murmuré sur cette terre. Des années avaient passé. Le ranch tenait toujours, usé mais plus sage, enveloppé dans le rythme stable d'une vie non pressée. Silas marchait un peu plus lentement maintenant, et les cheveux d'Émiline avaient poussé longs et filés d'argent, mais aucun d'eux ne comptait les années et les chiffres. Il mesurait le temps en saisons, en moments tenus tranquillement entre 2 mains, dans la façon silencieuse dont un cœur dit « Je suis encore là ». Les enfants venaient la plupart des matins de la ville, du bord des collines, d'endroits où les mots étaient souvent jetés trop vite ou oubliés trop facilement. Ici, ils trouvaient autre chose.
Ils apprenaient à écouter, non avec les oreilles, mais avec tout leur être. Ils s'asseyaient avec Émiline dans le jardin tandis qu'elle leur enseignait à distinguer la peur de la timidité. Dans le frémissement du nez d'un lapin, il se tenait près d'elle dans l'écurie et la regardait poser une main sur le flanc d'un cheval, le calmant avec rien d'autre que son souffle. Elle n'enseignait pas avec des règles. Elle enseignait avec le silence, et avec le rare, précieux sourire qu'elle offrait quand il comprenait quelque chose sans avoir à le dire à voix haute. Silas construisit un banc en bois sous le cotonnier derrière la maison. C'est là qu'il s'asseyait la plupart des soirs, lui et Émiline, épaule contre épaule, regardant le soleil se coucher sur les collines. Ces soirs-là, aucun ne parlait beaucoup. Il n'avait pas à le faire. Il versait 2 tasses de thé, encore chaud de la bouilloire, et elle prenait sa main, le pouce traçant un rythme lent sur le dos. Parfois, il sortait un vieil harmonica et jouait une mélodie sans nom, et elle fermait les yeux et se balançait comme si elle pouvait sentir la chanson onduler dans le crépuscule. Puis un soir, tandis que les ombres s'étiraient à travers le champ de blé, et qu'un huche tombait sur les arbres, Émiline se tourna vers lui. Elle avait appris un peu à parler au fil des ans, pas beaucoup, juste assez pour lire sur les lèvres et former quelques mots prudents. La plupart des jours, elle préférait encore ses mains. Mais cette fois, elle parla de sa voix. Une voix pas habituée à être entendue, douce comme une feuille tombant dans la neige. « Je n'ai pas besoin de son, » murmura-t-elle. « Seulement toi. » Silas cligna des yeux. Un long moment, il ne dit rien. Puis il hocha doucement la tête. Sa gorge se serra tandis qu'il répondait « Je t'entends. » Toujours. Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la dernière lumière s'efface du ciel. Le lendemain matin, un nouveau groupe d'enfants arriva. Émiline écrivit une phrase à la craie sur l'ardoise de bois clouée près de la porte d'entrée. Elle le faisait chaque matin comme un rituel. Aujourd'hui, cela disait, la journée sera gentille. Je le sens. Personne ne demanda comment elle savait. Il la croyait simplement. Et quand les vieux de la ville parlaient de la fille qui autrefois ne pouvait ni parler ni entendre, ils ne murmuraient plus le mot sorcière. Ils l'appelaient celle qui écoute avec son cœur. Certains secouaient encore la tête avec doute, mais la plupart souriaient ou hochaient la tête ou passaient avec un gâteau et restaient assez longtemps pour repartir avec quelque chose de plus doux dans la poitrine. Cet hiver-là, un garçon se perdit pendant une tempête de neige. Émiline s'agenouilla dans la neige dehors la grange, pressa ses paumes contre le sol, et inclina son visage vers le vent. Puis elle se leva, pointa vers l'ouest. Silas la suivit sur 3 miles à travers un bosquet de pins jusqu'à ce qu'il trouve le garçon recroquevillé sous un tronc tombé, vivant, effrayé, mais sauf. Ils ne la questionnèrent plus jamais après cela. La scène finale de l'année trouva Silas et Émiline marchant ensemble à travers le pâturage. Le ciel était vaste, brossé d'ambre et de lilas. Leur pas était lent, stable. Une jument et son poulain paissaient près d'eux. Le monde était calme, mais jamais vide. Ils s'arrêtèrent au sommet de la colline. Émiline se tourna vers lui et pour la première fois rit, non un son fort, mais un frisson d'air qui secoua ses épaules et illumina son visage comme l'aube. Silas sourit et embrassa sa tempe. Personne ne raconta leur histoire. Elle n'avait pas besoin d'être racontée car elle se déroulait encore. Et parfois, le vrai amour n'est pas celui crié des toits, mais celui qui marche à tes côtés en silence chaque jour et ne demande jamais d'être plus que réel. Si ton cœur s'est déjà arrêté pour un regard qui comprenait 100 mots, si tu crois que l'amour n'a pas besoin d'une voix pour être entendu, seulement d'une âme assez brave pour sentir, alors l'histoire de Silas et d'Émiline est pour toi. Sur les plaines calmes de l'Ouest américain, où le vent et le silence parlent la même langue, un rancher solitaire et une fille que le monde appelait sourde découvrirent un langage plus profond que le son, un langage de mains, de regards, de cœur qui savait écouter. Merci d'avoir marché dans ce voyage avec nous. Si les histoires d'amour qui endurent à travers les préjugés, la douleur et la grâce non dites te parlent, abonne-toi à la chaîne Amour Far West. Ici, l'amour n'est pas seulement raconté, il est souvenu, repris, et résonne longtemps après que le dernier mot s'estompe. On se revoit dans la prochaine histoire. D'ici là, que tes moments calmes soient pleins, et que quelqu'un entende toujours le cœur que tu portes.